Et voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle Web TV Planète Science. Et donc sur ce plateau, nous avons déjà quelques intermittents qui sont là, notamment Jean-Marie Guéraud, bonjour, président du secteur robotique, Sullivan, chef arbitre, chef arbitre et référent arbitrage. Référent arbitrage. Julien, qui est là en bénévole cette année mais qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Gentil qui nous donnera quelques chiffres, c'est notre papa poule de ce soir. Eh bien, premier sujet notamment, la Coupe de France de robotique. Et oui, nous sommes ici à La Roche-sur-Yon, mais tout d'abord, qui organise la Coupe de France de robotique? Jean-Marie. C'est pour moi la question. Alors, l'association Planète Science, bien entendu, est l'organisateur de cet événement depuis maintenant 24 ans sur différents sites. Et puis maintenant, ça va faire 2 ans qu'on est accueilli par la Roche-sur-Yon à la ville, l'agglomération de La Roche-sur-Yon, mais également donc par la structure Orion qui est l'organisateur de cet événement avec nous. Voilà. Pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations, il faut connaître un petit peu. Donc Orion, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'inviter une personne d'Orion pour parler de cette structure. Par contre, pour Planète Science, je peux vous en dire quelques mots. Planète Science, donc, c'est une association, c'est très important et quelque chose qu'on marque beaucoup sur l'événement, qui a été développée et créée en 1962. Donc ça fait bientôt maintenant 55 ans, je ne me trompe pas dans les calculs. 55, et l'événement de la Coupe de France de robotique est arrivé, lui, seulement 24 ans, il y a 24 ans. Donc ça veut dire que c'est pas par la robotique que Planète Science a commencé. Donc ça va aussi également très bien avec le thème du concours cette année, puisque on va parler donc du Moon Village. Vous avez vu avec mon magnifique accent anglais, puisque on a le concours européen. C'est l'espace qui est à l'honneur au travers de ce règlement. Et c'est quelque chose qui est pour Planète Science un retour aux sources, puisque en 1962, pour vous resituer un petit peu dans le contexte, nous avons donc tout ce qui est le spatial en France qui devient civil avec la création du Centre national d'études spatiales, je vais y arriver dans un seul coup, et qui avait besoin pour pouvoir encadrer les groupes de jeunes qui voulaient également tous faire leur fusée, enfin tous, beaucoup en tout cas. C'était un petit peu la conquête spatiale, c'était les premiers satellites qui étaient mis en orbite, c'était quelques années plus tard des premiers hommes qui allaient marcher sur la Lune, etc., etc. Je pense que vous allez aborder la question dans quelques instants. En tout cas, pour Planète Science, c'était le moment de se créer pour pouvoir encadrer en toute sécurité les lancements des fusées. Donc la propulsion était fournie par le CNES, et Planète Science encadrait à la fois toutes les notions pédagogiques autour du lancement de fusées et puis bien sûr gérer la sécurité du lancement sur les camps militaires ou d'autres endroits. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est fait depuis maintenant 55 ans et il continue encore cette année. Ce sera sur le camp de Gers. Je fais de la publicité en même temps à la fin du mois de juillet et il y a, je crois, encore 25 équipes qui vont venir lancer des fusées expérimentales. Voilà un petit peu pour la partie spatiale. Planète Science, c'est également des séjours de vacances, c'est également des activités sur l'environnement, sur l'astronomie. Vous avez certainement dû connaître la Nuit des Étoiles, où on était co-organisateur. Nous avons également donc beaucoup d'interventions sur le périscolaire et le scolaire, avec les TAP et NAP, etc. Et puis on intervient également aussi différents endroits dans les villes, dans les campagnes, aussi bien sur les manifestations espaces dans ma ville, sur construire j'ai un trou de mémoire sur l'opération. Construit en satellite. Oui, mais c'est sur la route des sciences, excusez-moi, voilà, c'est mes revenus. Sur la route des sciences, qui est aussi une opération en France où on va pouvoir intervenir aussi bien dans les milieux ruraux que les milieux urbanisés pour pouvoir apporter, et c'est bien là nos valeurs, donc du coup j'y viens, de promouvoir la science auprès des jeunes au plus grand monde. Voilà. Planète Science, dans ces valeurs, on se retrouve également aussi dans le besoin de pouvoir réaliser des sciences de manière construite et réfléchie, donc par le biais de projets. Un projet, par exemple, commence pour un enfant avec la réflexion d'une idée. Ça me vient, tiens, j'ai envie de construire, alors, puisqu'on est dans la robotique, un robot,
Voilà, très bien, c'est parfait. Je l'ai dans ma tête. Je ne sais pas comment encore le construire. J'ai des tournevis peut-être, j'ai peut-être de la matière, mais voilà. Donc je vais commencer en effet par le dessiner, peut-être le construire. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne vais pas réussir à le faire tout de suite. Et il y a peut-être des choses où il va falloir que je fasse des expériences, des tests pour pouvoir y arriver. Et bien là, c'est également donc toute cette notion de projet, une démarche expérimentale. On va faire des tests, on va voir ça marche pas, etc. Et puis après, bien sûr, la transformation de ce robot en un objet fini et fonctionnel. Voilà. Donc ça, c'est toute cette notion de projet qui est aussi propre et chère à Planète Science. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire rapidement sur Planète Science aujourd'hui. Alors sur Planète Science, on l'aura compris, il y a finalement différents secteurs, astronomie, espace, robotique, environnement. Donc la robotique, aujourd'hui actuellement nous sommes à La Roche-sur-Yon, nous sommes sur un événement qui s'appelle la Coupe de France de robotique et également européen, un Eurobot. Oui. Voilà. Donc finalement, la coupe. Comment résumer pour nos téléspectateurs la coupe de France de robotique et le robot? Eh bien, je vous ai parlé donc des valeurs de l'association Planète Science, donc avec ce besoin de pouvoir construire et transformer. Planète Science, eh ben, elle offre à tous ses participants d'étudiants, de grandes écoles, de clubs qui viennent de partout en France, et il propose à tous ces jeunes de pouvoir participer à un concours. On va leur fournir un cahier des charges. Donc vous voyez, on flirte un petit peu avec les besoins de l'industrie. Un cahier des charges. On va construire ce robot. Le robot va bien sûr être différent pour chaque équipe. C'est la manière de pouvoir résoudre les problématiques qu'on met en œuvre dans le règlement. Je pense que Sullivan, tu vas certainement nous en parler tout à l'heure. Et ça permet facilement après, facilement c'est un bien grand mot, mais en tout cas aux équipes de pouvoir participer de manière ludique, puisque c'est un jeu, on se rencontre, c'est un plaisir de se rencontrer pendant une semaine autour du concours de la Coupe de France de robotique. Alors la Coupe de France de robotique, c'est une semaine complète où les équipes vont bien sûr fabriquer leurs robots, les homologuer, puisqu'il y a tout ce travail-là, pour pouvoir après s'affronter amicalement dans des matchs de robotique. Et puis bien sûr, il y a un gagnant, mais pas seulement. Ce qui est important aussi de refléter ici à La Roche-sur-Yon, c'est que on a une ambiance qui est celle qu'on pourrait ne pas retrouver ailleurs, puisque ce sont des jeunes passionnés de robotique qui vont partager leur savoir, qui ont le plaisir de dire « Regardez moi ce que j'ai construit, regardez comment je l'ai réalisé, je vous explique un petit peu comment le faire, etc. etc. » Et puis, bien sûr, le Coupe de France robotique, c'est de nombreux partenaires qui sont présents sur le festival et qui vont pouvoir venir vous présenter un petit peu l'industrie de la robotique aujourd'hui en Vendée, mais pas seulement, en France globalement. Voilà. Et puis enfin, pour tout terminer, on propose sur la Roche-sur-Yon, donc ça aussi, si vous habitez à proximité de la Roche-sur-Yon, venez à partir de demain, on va faire des animations sur pas mal de domaines, aussi bien sur les fusées, sur les drones, sur les imprimantes 3D. Si vous avez la curiosité de voir comment on fabrique des objets, c'est aussi très intéressant. Des coupeuses aussi laser, on a des prototypes qui sont présents, donc n'hésitez pas à venir. Et puis bien entendu, puisque c'est le thème, l'astronomie, on aura des animations qui seront proposées aussi demain. Voilà. Et ça sera jusqu'à samedi. Et puis enfin, on terminera en apothéose avec Eurobot, puisque ce sera la finale européenne. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant, c'est qu'on a des équipes qui se sont qualifiées dans chaque pays européen. Alors, un certain nombre sont représentés pendant la Coupe de France de robotique et Eurobot. Et donc, du coup, ils vont avoir un finaliste européen, donc dimanche soir. Voilà. Eh bien, merci Jean-Marie. Donc, du coup, Planète Science, finalement, on voit que ce n'est pas un seul concours. Il y a plusieurs concours, donc on a la coupe. Mais il me semble que dans le secteur robotique, il y a un autre concours. Alors, en fait, des concours, comme je vous le disais, c'est la manière ludique que nous avons trouvée pour pouvoir approcher les sciences avec un enjeu un petit peu, puisqu'on se rencontre et on essaie d'avoir un meilleur robot. Mais donc, à Planète Science, on a différents concours, donc des concours de fusée, des concours de robotique. Et en effet, puisque notre cible, ce sont les jeunes, on a donc là, la Coupe de France robotique est quand même pour des grands enfants, puisqu'on commence à 16-17 ans aux plus jeunes en général, même si parfois quelques exceptions, et on va jusqu'à 30 ans, puisque c'est le règlement qui le définit ainsi. Donc du coup, comme Planète Science veut viser un maximum de jeunes, il va falloir qu'on fasse des concours qui
permettent de les accueillir. Pour ça, on a ouvert les trophées de robotique, maintenant il y a à peu près le même temps d'année, hein, c'était à peu près au même moment, qui permet d'accueillir les écoles primaires, donc élémentaires principalement, et les collèges et les lycées. Donc la différence principale avec la Coupe de France de robotique, c'est que la Coupe de France de robotique, les robots sont autonomes. Il n'y a pas de quand le pilote entre guillemets lâche le bouton du robot, le robot est autonome et doit faire ses points tout seul sans qu'on ait une seule action humaine ni à distance ni sur place. Voilà. Et bien sur les trophées de robotique, on va pouvoir permettre de pouvoir avoir une télécommande pour pouvoir filoguider, donc pouvoir guider le robot et faire les actions de jeu. Par contre, le règlement, le cahier des charges est le même, c'est-à-dire qu'il joue sur la même cour en fait. Et donc du coup, c'est ça qui prend toute la dimension de ce concours de trophée de robotique, voilà, depuis maintenant 24 ans, et qui est toujours avec beaucoup d'engouement, parce qu'on a plus de 200 équipes chaque année qui sont inscrites partout en France. Et pour les trophées de robotique, à la différence de la Coupe de France de robotique, c'est qu'on a également des homologations régionales, c'est-à-dire qu'on a une douzaine de qualifications régionales qui permettent de pouvoir se qualifier et après avoir une grande finale française. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a aussi Eurobo Junior, la version européenne, qui permet de qualifier les équipes européennes des trophées de robotique également, qui vont se dérouler en fin d'année également. Voilà, à peu près ce que je pouvais vous dire sur les concours trophées de robotique. Voilà. Merci Jean-Marie. Donc du coup, un seul règlement finalement, ce qui va nous amener sur Sullivan, puisque un règlement, il faut le rédiger. Et comment aujourd'hui fait l'équipe de Planète Science pour rédiger ce règlement? Alors, on part d'une idée. L'idée peut venir d'une équipe, de bénévoles ou de partenaires. Donc ensuite, on mature un petit peu les idées. On en a souvent plusieurs, 5-6 pour l'année dernière. On en sélectionne une, on la développe, on essaie d'essayer de construire des actions possibles en respectant un minimum de cahier des charges. Par exemple, dans le cahier des charges, on a le fait que la table, donc les deux robots, en fait les deux équipes se rencontrent au cours d'un match. La table fait 2 mètres sur 3, donc ça c'est un élément important. Un autre élément, c'est que les éléments constitutifs de la table doivent se trouver un peu partout, dans des magasins de bricolage par exemple, et dans toute l'Europe, pas seulement des choses qu'on peut trouver en France. Donc la table en elle-même, l'aire de jeu est peut facilement être construite. Également que le règlement puisse s'adresser à tous, donc avec des actions simples et d'autres qui nécessitent un peu plus d'expertise. Des actions qui sont faisables par des robots autonomes, avec plusieurs, par exemple, des capteurs qui nécessitent des capteurs de couleurs, qui nécessitent de lever des objets, de toutes sortes d'actions possibles. Et d'autre part, des actions plus complexes. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui fait le règlement. Et donc chaque année, on change de thème finalement? Chaque année, on change de thème. Et donc cette année, pourquoi avoir choisi Moon Village en fait? Comment est arrivée cette idée? Alors c'est l'idée justement d'un participant cette année qu'on a choisi. En fait, l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, il y a quelques années, a fait le constat suivant. Donc on est loin de l'épopée que certains parmi nos anciens ont suivi il y a à peu près 45 ans de la conquête de la Lune. Donc suite à cette conquête, une fois qu'on y allait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on a ramené des échantillons, c'est un petit peu moins essentiel d'y retourner. On fait le constat aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec le besoin de matières telles que le titane ou autres, d'avoir de nouvelles ressources, parce qu'elles sont très rares sur Terre et plutôt abondantes sur la Lune. Donc partant de ce constat-là, il devient peut-être à horizon 20, 30, 40, 50 ans plus économiquement plus souhaitable d'aller sur la Lune. Donc ça peut être rentable d'aller sur la Lune. D'aller sur la Lune, mais pas tout seul. Les humains peuvent vivre sur la Lune, mais pas encore sortir réellement dans l'espace lunaire, sous l'atmosphère entre guillemets lunaire. C'est pourquoi il serait nécessaire, en construisant une base sur la Lune, d'avoir recours à des robots capables de
d'extraire les matières premières sur la Lune, de forer la Lune, et après de les rapatrier sur Terre pour réaliser des composants électroniques, etc. etc. Voilà, l'utiliser dans l'industrie. D'accord. Et du coup, grâce à ce comment dire, comment je vais y arriver aussi, moi, j'ai trouvé mes mots aussi. Lucas, c'est notre première émission finalement ce soir. Du coup, pourquoi donc Moule Village, ok. Maintenant, c'est comment vous avez fait pour découler les actions. Quelles sont ces actions finalement cette année? Alors, les actions reposent sur 3 types, on va dire. Le premier type, la collecte d'éléments. Donc, ce sont des modules lunaires qu'on va venir connecter du sol, donc qui ont été par exemple parachutés sur la Lune et qu'on vient rassembler en un point. Deuxième, c'est de collecter des ressources, donc des minerais de titane qu'on vient mettre dans les soutes d'un engin spatial par exemple pour les ramener sur Terre. Et le troisième type d'action qu'on appelle Funny Action, c'est de venir lancer un engin spatial. Donc, parce que la Lune pourrait servir aussi de base de lancement de fusées pour aller beaucoup plus loin. Alors que sur Terre, on est limité parce que il faut quand même s'extraire de l'atmosphère lunaire, de la gravité aussi. Et de l'atmosphère terrestre. D'accord. Très bien. Et donc ça, c'est ce que vont faire, c'est ce qu'on va essayer de faire. Finalement, c'est 200 équipes, c'est ça, il me semble. Guillaume, justement, notre statisticien en chef. Combien d'équipes sont arrivées? C'est notamment notre point un peu statistique. Combien d'équipes sont arrivées ici à La Roche-sur-Yon? Alors, pour parler de la Coupe de France de robotique, j'étais en train justement de vérifier les dernières valeurs. Donc, on attend 171 équipes et 128 sont déjà présentes. Et sur ces 128 équipes, combien sont déjà, ce soir, là, à 19h30, sont déjà homologuées? Puisque finalement, quand on arrive sur le site de La Roche-sur-Yon, eh bien, comme les voitures, on a un petit contrôle technique à passer pour savoir si ces robots on peut jouer avec sur la table. C'est ça, Sullivan? Exactement. Parfait. C'est ce qui s'appelle l'homologation. L'homologation. Donc là, à 19h30 pile, il y a 29 équipes qui sont arrivées aux homologations, 26 qui l'ont eu et 3 qui ont dû aller partir faire des modifications dans leur stand et qui pourront réessayer dans quelques minutes ou quelques heures selon la complexité des choses à modifier. Ça peut être parfois juste un coin un peu qui fait mal quand on le touche, donc qui pourrait être dangereux, ou alors parfois le robot qui n'arrive pas à mettre des points. Donc ça, c'est quand il tombe contre justement les arbitres que Sullivan chapeaute un petit peu. Ça. Un petit peu tatillon. Voilà. Un peu, pas mal. On va demander l'avis aux équipes. Parce que... Et donc ça, c'est pour la Coupe de France. Voilà, pour la Coupe de France. Pour la Coupe d'Europe, nous attendons 35 équipes, dont 6 sont déjà arrivées, et les homologations n'ont pas encore débuté pour la Coupe d'Europe. D'accord. Est-ce qu'on sait déjà quels sont les pays qui sont attendus pour cette Coupe d'Europe? Oui, nous avons, alors j'ai plus le nombre de têtes, mais on attend entre 15 et 20 pays différents, dont on a la Russie, l'Allemagne, la Tunisie, la Roumanie, l'Égypte, les Russes l'Algérie. sont arrivés. Oui, voilà, je liste un peu tous les pays. Ouais. La Belgique, l'Espagne, je cherche les noms en français parce que tout est en anglais là. Pologne. Pologne. Voilà, la Suisse, l'Espagne, le Maroc, la Roumanie, l'Angleterre, l'Égypte, la Serbie, le Bangladesh, l'Algérie et l'Égypte, j'oubliais, et la Slovaquie. Guillaume, du coup, je pense que tu vas me poser cette question-là. Quand on parle de robots, on a un sens de l'Europe assez large. Oui, c'est ça, c'est un robot open finalement, c'est ça? On n'a pas de soucis sur les frontières administratives. Impeccable ça. Et Merci voilà. Guillaume. Et si vous avez bien les statistiques, il y a aussi 185 cafés qui ont déjà été vendus à la buvette et 1,2 km de câbles qui ont été tirés pendant l'installation. Très bien. Parfait. Génial. Merci pour ces statistiques Guillaume. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai reçu mon fil rouge pour pas me perdre un petit peu. Donc on a fait une accueil. On a fait le sujet numéro 1, la Coupe de France de robotique. Et bien maintenant, on a vu également les temps forts qui défilaient justement. Alors attention, hop là, sur cette partie de l'écran, avec le Twitter. Le Twitter est le hashtag CDR 2017. Et donc tout ça, vous pourrez le suivre tout le long de la journée, jusqu'à très tard dans la nuit, puisque finalement, nous ici, on ne ferme pas. On est open justement aussi aux équipes. Et donc, voilà. On ferme d'ailleurs à 3h le soir pour tout ce qui est buvette. Le code barre, on l'appelle le code barre. Le code barre cette année ferme à 3h. 3h, voilà. 3h du matin. Donc, c'est-à-dire qu'on a des bénévoles qui vont gérer ce code barre finalement de 7h le matin avec le petit déjeuner jusqu'à très très tard dans la nuit. Tout à fait. Alors,
nouvel invité qui nous rejoint sur ce plateau en même temps. Voilà, tac. Transition rapide. Bonjour, Jean Roland, qui va nous parler un petit instant geek, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, Jean Roland, je crois que tu as un problème avec des systèmes de communication pour les robots. C'est ça. J'ai rapporté un petit robot qui est porté d'ailleurs, qui est développé par Planet Science. Alors normalement, il devrait fonctionner grâce au smartphone. Alors attendez, le temps de me connecter. Bon, c'est les aléas du direct, hein. Il veut pas. On va vérifier s'il est bien allumé. Non, il n'était pas allumé. Il n'était pas allumé. Ouais, est-ce que là, je viens de voir les LED s'allumer? Ah, il vient de s'allumer. Alors on va voir. Est-ce qu'il veut bien se connecter? Non, bah non, il n'y a rien à Donc, faire. un hein. gros problème de communication finalement. C'est Pour un problème de instant geek, c'est communication. normal, hein. C'est fait Bonaldi, c'est ça. Jusque-là, Faut tout va bien. faut C'est peut-être c'est normal. l'appeler. C'est normal. On va l'appeler ou non? Je vais plutôt appeler un joker. Un joker. Ouais, on va appeler un 50-50, joker. ça marchera pas ici. Ça je marche suis pas désolé, Ah oui, Non, c'est non. c'est notre dernier mot là. Tu vois. Bon, alors je prends l'appel à un ami. Appelle un ami. Ouais. Tentons un appel à un ami. Attendez, Si si la j'ai régie du réseau. peut- Comment? Allô le Loïc? Oui, t'es où? T'es à l'accueil là? Ouais. Le Boombot il veut pas bouger, il fait rien. Pourtant j'essaye de le brancher avec mon portable, non il veut pas? Oui, mon téléphone portable. Ah d'accord, Bon bah on t'attend. On t'attend. Fais vite, on est en direct. C'est la magie du La direct. vitesse de l'éclair. Ah bah voilà. Oh, Jean Roland, tu m'as appelé. Oui, totalement. Tu m'as dit avec mon portable je peux le piloter, le programmer et il veut pas. Ah, c'est un robot Arduino. Et Et c'est un robot autonome. Est-ce que tu as le logiciel Arduino sur ton ordinateur? j'ai pas Ou mon sur ton ordinateur. téléphone? Non, je l'ai pas. Regarde, j'ai ramené mon ordinateur. D'accord. C'est assez simple, regarde. Il suffit de le brancher. Ça. Hop. Je le branche. Voilà. Voilà. Tu fais Comme ça déjà une première chose. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as le logiciel Arduino sur ton téléphone? Sur mon téléphone, non. Ah, parce que vois-tu, ce qu'il y a sur ce robot, c'est une carte. Une carte avec plein de composants, ce que l'on appelle une carte Arduino. D'accord. Et pour qu'elle fonctionne, tu dois la charger. Tu dois lui mettre un programme dessus. Donc, Comprends-tu? il faut le programmer. Ouais. Et donc. Mais il moi, faut- tu m'as dit avec mon portable, je pouvais communiquer avec lui et puis hop, il Ah fonctionne. oui, je te l'ai dit. Mais il est important aussi que tu fasses ton programme avant. D'accord. Ok. Vois-tu, sur l'ordinateur, tu peux construire un programme. Tu peux décider qu'il aille, par exemple, tout droit. D'accord. Mais tu grinces un peu quand même. Hein. Oui. Faudrait penser à mettre de l'huile. Mais par exemple, tu peux décider que ton robot aille tout droit. Et après, au bout d'un certain temps, imaginons au bout de 3 secondes, tu veux qu'il aille à gauche. Donc après, il ira à gauche. Puis après, il retournera tout droit, ira à droite. Et tu choisis en fait ses déplacements. Et une fois que tu as chargé tous ces déplacements, Putain, je prends des notes quand même. tu fais bien, eh bien tu déplaces ce programme que tu as construit depuis ton ordinateur sur le robot, dans la carte Arduino. Et une fois que tu as chargé ce programme, le robot fait exactement ce que tu as voulu qu'il fasse. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton et le bouton fera tout ce que tu as construit avant. Donc si tu as voulu qu'il avance, il avancera, ensuite il tournera, il avancera et ainsi de suite, selon le programme voulu. D'accord. Très bien. Mais c'est pas ce que tu m'avais dit. Hein. Tu m'as dit, tu prends ton portable, tu vas et puis Oui, voilà, ça- je te l'ai dit, ça c'est va vrai. fonctionner. Hein. C'est vrai, mais en même temps, je t'ai présenté la chose un peu de manière rapide. Il faut que tu installes le logiciel Ouais, Arduino moi, je avant. passe pourquoi on est en direct là. Bon, on va Ouais, dire quelque top, chose. Je l'ai programmé pour qu'il reste scotché sur place. Ça te va? Ok, d'accord. Voilà. Oui. C'est vendable. Donc du coup là, il est programmé pour ne pas bouger finalement. Il ne est rien scotché là. Il bouge plus. Ça a l'air efficace en tout cas. Ouais. Hein? Oui, c'est une Mm. bonne programmation finalement. Ouais, très très bonne. hein. Efficace. Ouais. Bah merci Loïc. Je t'en prie, et comme ça ton Ouais. robot est bien autonome, tu n'as pas. Il est autonome, il est là, il bouge pas, il est tout seul. Il est sage. Il est sage. C'est bien, bonne bête. Je peux me poser une question, je me permets, à Oui. Loïc. Je vois que vous êtes équipé d'une tenue de spationaute d'entraînement. C'est une tenue officielle du CNES. D'accord. Et comme le thème de cette année est Moon Village, je me suis dit autant se mettre dans le bain et mettre une combinaison de spationaute. Puisque vous êtes spationaute, c'est bien ça. Hein. Non, il est Dans juste mes- spatial ce mec là. Dans mes rêves les plus fous, oui.
Je rêve de grimper dans les On dans les rêve cieux. tous de s'élever très haut. et aller très très loin avec Thomas d'ailleurs. Eh bien, je l'espère, messieurs les geeks, merci de votre participation à cette première Merci à émission. Merci. On va enchaîner justement sur la conquête spatiale. Et oui, on envoie du monde là-haut. Alors, avec toi, Julien, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques années finalement? Alors depuis quelques années, on a lancé le premier homme sur la Lune. Hein. On parle de beaucoup de choses. Il y a eu plein d'autres programmes spatiaux qui ont été lancés par la NASA, mais aussi par l'ESA, comme disait Sullivan tout à l'heure. Il y a eu des tonnes de choses qui ont été faites. On est allé dans l'espace, on a monté des stations internationales. Il y a eu Mir, il y a eu l'ISS. On a lancé des différents types de fusées, notamment le programme Challenger ou toutes ces navettes-là. Europa, Ariane. Europa, Ariane, exactement aussi. Il faut parler aussi de l'Europe, puisqu'on est en Europe. Et tous ces programmes ont eu vocation à vraiment découvrir pour la science l'espace et d'en apprendre plus, on va dire, sur la vie dans l'espace. Donc on envoie aussi des engins spatiaux pour découvrir l'univers, puisque les conditions dans l'espace sont plus facilement réunies pour observer, on va dire, l'univers, puisqu'il y a de meilleures conditions, on voit mieux, on va dire. Et puis depuis quelques années, on essaie de rendre ça moins cher, notamment, puisque bon, envoyer des satellites, tout ça, c'est bien, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent. Alors il y a eu plusieurs progrès qui ont été faits. On essaye maintenant aujourd'hui de réutiliser certains éléments de fusée, notamment. Voilà, on essaie de récupérer des premiers étages de lanceurs pour baisser les coûts. On essaie de découvrir de nouveaux moyens de propulsion. On essaie plein de nouvelles choses. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est sur quoi aujourd'hui travaillent toutes les agences, on va dire, spatiales, que ce soit on va dire américaines ou européennes. Et c'est beaucoup de travail. Et on a plein de programmes qui se lancent. Hein. On parle d'aller sur Mars d'ici quelques années. Alors il y a plein de gens qui ont des programmes spatiaux justement pour aller sur Mars, pour aller encore plus loin que Mars, aller sur vraiment d'autres planètes. Avec la NASA, avec Orion Space. Voilà, Orion, ouais, notamment la capsule de la NASA, Orion. Il y a également SpaceX qui lance son programme ITS, International Transport System. C'est impressionnant d'ailleurs. Quand on voit les Interplanetary vidéos, Transport System, ouais, voilà, c'est assez bon pour l'instant. Voilà, toutes les vidéos, c'est au terme de concept, d'images de synthèse, mais il y a vraiment un projet qui est derrière, des personnes qui sont en train de travailler durement pour accéder à cet objectif. Et on espère, même complètement aujourd'hui, offrir au grand public des voyages dans l'espace. Bon, pour les plus fortunés d'entre nous, c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, notamment il y a 2 personnes qui vont être emmenées autour de la Lune d'ici 1 ou 2 ans, il me semble. Notamment par SpaceX aux États-Unis. On parle également d'envoyer certaines personnes sur Mars pour coloniser Mars et pour commencer à essayer de voir ce que c'est de vivre sur une autre planète, quoi. D'accord, et donc tout ça, finalement, ça a un coût. Donc ça nous coûte combien tout ça? Si demain, moi, j'aimerais bien partir sur Mars ou sur Pluton, là-bas, très très loin dans le froid, là-bas, parce qu'ici, à La Roche-sur-Yon, il fait très très chaud quand même. Je vous le cache pas. Il fait très chaud ce soir dans ce studio. Mais combien ça va nous coûter tout ça? Eh bien justement, en fait, tout dépend de la navette dans laquelle tu vas partir. Si c'est une navette d'un fabricant classique qui ne réutilise pas, on va dire, des morceaux de navette pour la relancer, ça peut coûter très cher. Le billet peut coûter jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros pour une personne, pour faire un petit voyage autour de la Lune tranquillement. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, si on utilise maintenant des nouveaux systèmes de réutilisation et de recyclage entre guillemets de fusées, on peut abaisser le prix jusqu'à 300 000 euros. Donc c'est 300 000 euros, c'est pas rien. C'est pas rien, mais c'est le prix d'une petite maison. Donc c'est encore c'est accessible à certaines personnes. Bon, mais vraiment, faut en vouloir pour aller partir dans l'espace. Il faudra faire un prêt. Ce sera l'équivalent d'acheter une maison, on va dire, une petite maison de campagne. Certaines personnes en font le choix. Voilà, pourquoi pas. Ouais, juste pour s'envoyer en l'air, en tout cas, on a un petit avion qui est pour un 0G, non, c'est pas ça? Il y a des avions, voilà, il y a des expériences qui peuvent être faites. Voilà, c'est aussi pour des personnes qui ont un peu d'argent, mais pour reproduire la gravité. Donc c'est un avion qui descend, qui chute à la vitesse de l'attraction terrestre. Je peux peut-être rajouter un mot sur 0G, puisque c'est un projet du CNES, du Centre national d'études spatiales, qui propose, et d'ailleurs on a accompagné pas mal de projets de jeunes. Donc il faut savoir que s'il y a des étudiants qui ont un projet significatif qui doit se faire dans le vide, eh bien ce projet 0G, c'est un Airbus, un 380, 330 je crois, ou 40, je sais plus, enfin bref.
qui fait en fait, je sais plus, ça doit être une dizaine de Parabole, montées, de descentes. Donc en gros, l'avion est quasiment en chute libre pendant un certain nombre de secondes. Ça dure 20-30 secondes, je sais plus exactement. Ouais. Et puis après, il remet les gaz, il repart, il remonte, etc. Et donc pendant cette descente, on a une impression, enfin des sensations d'une chute libre, et donc ça permet de mettre en œuvre pas mal d'expériences. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. C'est sur le CNES Jeunesse, il propose donc également pour les jeunes de participer sur les choses. Voilà. Mais pas seulement, il y a aussi les adultes. Voilà. C'est utilisé pour les expériences, mais ça a aussi été utilisé pour la réalisation de films. Voilà, les studios hollywoodiens à grand budget utilisent justement cet avion pour réaliser des plans séquences où on voit l'ensemble, on va dire, du corps d'une personne. Des films qui se passent dans l'espace, et on a l'impression que cette personne est en effet en train de flotter, notamment les films qui ont utilisé ça. Il y a de très connus, il y a Apollo 13 voilà, qui a carrément monté un décor dans l'avion pour réaliser ces scènes là. D'accord. Donc finalement, grâce à ces envolées, finalement, on assiste aujourd'hui au progrès un petit peu de la technologie. Mais à force d'envoyer finalement tous ces objets là en l'air, ils vont pas nous retomber un jour sur la figure, non? C'est pas prévu. on évite au maximum. Sur les objets, bon, de toute façon, quand on a quitté l'attraction terrestre, on est en apesanteur. Donc, passé un certain stade, on va dire, on n'a plus le risque que ça nous retombe sur le coin du nez. Donc tous ces objets, ils restent en l'air. Alors en fait, c'est pour tout ce qui est les fusées, tout ce qui vont partir au-delà en effet du périmètre de la Terre, en effet, il y a peu de chances qu'ils reviennent. Cependant, pour tout ce qui est question de satellites et sur tous ces appareils qui sont autour de la tête en orbite, eh bien, ils restent indéfiniment en orbite. Et c'est un vrai problème pour les À faire le ménage un petit peu aujourd'hui. pour ces scientifiques de l'espace, c'est qu'ils doivent, en effet, tout est répertorié aujourd'hui, mais il suffit que, par exemple, un satellite qui est percuté par une pierre ou quoi que ce soit et qui va se disloquer, eh bien, il va falloir repérer tous ces objets pour pouvoir identifier et ne pas remettre un satellite dans la même région, en fait, soit la de France. C'est un vrai sujet, je crois que c'est le CNES et le CNRS qui travaillent bossent là-dessus, en effet, sur un nettoyage, on va dire, de comment on pourra des orbites recycler les satellites. C'est un vrai sujet sur le spatial en ce moment. Donc on a de l'environnement dans le spatial qui est nécessaire. Alors, tu disais, est-ce que ça allait pas nous retomber sur le coin du nez? Moi, évidemment, on m'a toujours dit, humains, tout objet à envoyer en l'air retombe forcément par la gravité. C'est Newton, ça, oui. Bah oui. Tout à fait. Bon, par contre, les humains, en même temps, les personnes qui sont sur la Lune, on les a envoyés en l'air, ils sont bien retombés. Mais bon, c'est pas l'effet de la gravité, c'est évidemment quand il y a eu un vol retour. Donc on a mis les gaz pour re-rentrer dans l'atmosphère avec un certain degré, un certain angle très précis pour pas exploser au contact, on va dire. Donc il y a des femmes de l'ombre qui font les calculs sur ce système-là. Exactement. Donc oui, en effet, les humains envoyés dans l'espace peuvent revenir. La question se posera quand on ira sur Mars. C'est vrai que ça fait un peu long le trajet, donc faut bien réfléchir avant d'y aller et éventuellement d'envisager de revenir. C'est ça, parce que jusque-là, il n'y a pas de station interplanète. Il n'y a pas d'aire de repos, on va dire, dans l'espace pour l'instant. D'accord. Très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Alors, je vais relire ma feuille de route au cas où, si jamais on s'est trompé. En attendant, on a toujours des hashtags CDR 2017 sur Twitter, Instagram, Facebook pour suivre tout ça. Donc on a vu la Coupe de France de robotique, Eurobot, on a vu plein de chiffres avec Guillaume, on a vu les statistiques, on a vu le règlement un petit peu, on va revenir justement demain avec le direct à 14h avec le début des séries, puisque je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a des séries de matchs qui vont être diffusées notamment sur webtv.planetscience.org, là où vous vous trouvez actuellement. Et voilà, donc ça va être même Jean-Marie, je pense, qui va faire cet accueil, non? Demain soir, je ferai un peu d'animation normalement. Voilà, mais il y a 90 personnes bénévoles qui gèrent l'organisation, et dedans il y a 6 animateurs qui seront au micro pour faire vivre les moments les plus intenses de cette Coupe de France de robotique. Et oui, une compétition hors du commun, c'est justement ce qui nous attend ici à La Roche-sur-Yon du 25 au 28 mai. Je pense que vous avez tous vu ce petit fascicule qui retrace tout le planning de cette Coupe de France de robotique. Eh bien, écoutez, moi, il me reste à vous dire au revoir. Donc là, on voit... on peut revoir l'image pour voir. Que se passe-t-il sur ce terrain de jeu? C'est vrai, oui,
Voilà, on a voit en direct, l'installation en mais live. chut, il faut garder ça secret. Hein, Oui, il c'est, y a la personne qui préparation. regarde, il n'y a que nous. là. On dira à Voilà. personne, ouais. Voilà. C'est la mise en place donc, de la scène qui se crée actuellement là. Et donc là, vous voyez l'équipe de technique qui arrive à positionner donc les éléments de jeu qui vont faire le décor, etc. J'ai pu voir un petit peu. Là, on voit pas tout, bien entendu, mais Oui, parce que, on va avoir des belles choses cette semaine. Ça, c'est certain. oui, parce que les bénévoles sont arrivés déjà, il me semble, depuis hier, c'est ça? On est déjà à pieds œuvre sur le terrain. Oh bah, autant que les équipes, nous, la Coupe de France Robotique, ça fait plus d'1 an qu'on est à travailler dessus, hein, chaque année. Dès que c'est terminé, on rattaque la suivante. Et après, au niveau des bénévoles, les premiers sont arrivés dès dimanche ou lundi et sont à pied d'œuvre pour pouvoir accueillir les équipes qu'on a ouvert le public aujourd'hui, mercredi, et pouvoir découvrir les premiers matchs demain à partir de 14h30 de mémoire. 14h, 14h30, effectivement, oui. Nous, on va Voilà. commencer un live à 14h, il me semble, avec autour de la table plein de monde pour discuter justement de tout ça et faire vivre l'ambiance et tous ces matchs que nous allons voir, puisque finalement 200 équipes, ça nous promet beaucoup d'heures de direct. Et c'est vraiment plaisant à voir. Hein. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de venir le découvrir, alors bien sûr, sur la Web TV, c'est un lieu, c'est le place to be, mais si vous pouvez être sur place, c'est encore mieux. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'il y a le code barre pour nous accueillir. Exactement. C'est ça, il faut venir. Et oui, Tous à La les bénévoles Roche-sur-Yon, sont là tout pour près de vous la attendre. mer, avec ce soleil et cette chaleur, justement. Bien Je impeccable. suis pas sûr qu'on aura le temps de voir la mer, nous, mais en tout cas, on va bien profiter de l'événement. Très bien. Eh bien, écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée et bien entendu, rendez-vous sur cette webtv.planète-science.org. Hop là. Et WebTV, voilà, impeccable. La Coupe de France de robotique. .fr pour le site internet. Et oui, effectivement, voilà. Merci la régie qui me souffle derrière. Hein. J'ai 4 personnes derrière, vous ne les voyez pas. C'est les personnes de l'ombre, mais qui ont tout installé, le plateau, les micros, voilà, tout le plateau ce jour aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Peut-être à demain, si j'ai toujours ma place, hein, si je me suis bien débrouillé ce soir. J'espère. Voilà. Écoute, moi je vous invite tous, hein, on va aller au Code Bar, nous se rafraîchir pour cette chaleur. Et quant à moi, peut-être à demain, 19h, 20h. Merci, au revoir.